Aujourd'hui, je suis le 1er novembre 2016, ce qui veut dire que hier c'était le 31 octobre 2016, ce qui veut dire que dans l'univers d'Harry Potter, ça fait 35 ans que les parents d'Harry se sont fait tuer par Voldemort. À cette occasion-là, je vais parler de Harry Potter et l'enfant maudit. Et juste une précision, je suis tout, j'ai du rouge, etc. là dans le cou, etc. C'est parce que hier c'était Halloween et du coup le maquillage n'est pas parti encore et j'arrive pas à le faire partir. Du coup c'est normal, faut pas rester focalisé dessus. Donc je vais parler de Harry Potter et l'enfant maudit, qui premièrement est un titre qui est assez trompeur, même si ça ne m'a pas trompé parce que j'étais au courant à peu près du pourquoi du titre, donc voilà. Mais c'est pas un livre sur Harry Potter. D'ailleurs c'est pas un livre, c'est une pièce de théâtre. Et j'aimerais dire que une pièce de théâtre, ça se voit, ça ne se lit pas. C'est comme lire une partition, ça n'a pas de sens. Une musique, ça s'écoute, on ne lit pas la partition. Un chant, ça s'écoute, on ne lit pas les paroles, même si les paroles peuvent fonctionner en tant que poésie à l'écrit. Une chanson, c'est fait pour être chantée. Donc bref, ce bouquin, qui est la retranscription de la pièce de théâtre, n'est pas à prendre comme Harry Potter 8. Il y a beaucoup trop d'incohérences dans ce bouquin vis-à-vis de la saga pour être considéré comme Harry Potter 8. J.K. Rowling a dit que ce n'était pas Harry Potter 8, donc il ne faut pas le prendre comme Harry Potter 8. Donc je n'en parlerai pas comme Harry Potter 8, je vais en parler comme d'un produit dérivé, comme par exemple un mug Poudlard. À Poudlard, ils n'ont pas des mugs Poudlard, donc voilà. Donc quand on voit un mug Poudlard, on se dit oh c'est trop cool, c'est un mug Poudlard, je vais l'avoir pour chez moi pour boire mon thé. On se dit pas ouais mais c'est pas cohérent parce qu'à Poudlard ils n'ont pas des mugs Poudlard. Bref, donc à ne pas juger comme Harry Potter 8. En passant, je vais pas en faire un résumé pour dire toutes les incohérences qu'il y a dedans. Une fille l'a déjà très bien fait. Je vais mettre sa vidéo dans la description. C'est une vidéo de 35 minutes où elle revient sur l'histoire de manière assez détaillée et elle dit les incohérences qu'il y a, etc. par rapport soit à des faits qui sont dans la saga, soit par rapport à l'esprit de la saga qui n'est pas respecté ici. Donc je vais le faire un tout petit peu juste pour combler des trucs qu'elle a pas dit. Mais sinon, allez voir sa vidéo, elle est vachement bien. Donc pour moi, ce bouquin, il est franchement ennuyeux les 50 premières pages. Ensuite, ça commence à devenir intéressant et la fin est totalement foirée. Je vais faire une partie spoiler où je développerai tout ça, mais en gros l'histoire, si vous voulez pas connaître l'histoire, quittez de suite la vidéo. Je vais vous laisser 3-4 secondes. 1, 2, 3, 4, voilà. L'histoire c'est le fils d'Harry qui rentre à Poudlard et il est un peu dans l'ombre de son père, blablabla, blablabla. Un jour, il y a le père de Cédric Diggory, donc Amos Diggory, qui vient voir Harry en disant « Ouais, apparemment, le ministère a chopé un retourneur de temps, etc. Est-ce que vous pouvez me donner ce retourneur de temps ou bien vous retourner dans le passé pour sauver mon fils Cédric ?» Parce que, en gros, vous avez ce pouvoir, vu que vous avez le retourneur de temps, vous avez ce pouvoir de retourner dans le passé pour sauver mon fils. Donc, si vous ne le faites pas, c'est comme si vous le tuiez, en fait. Donc, Harry refuse, etc. Il veut pas, etc. Et donc, il y a le fils d'Harry, Albus, qui vole le retourneur de temps et qui se met à voyager dans le temps avec son ami Scorpius pour essayer de sauver Cédric. Donc il revient en 4e année d'Harry et il revient à chaque tâche du tournoi des 3 sorciers pour essayer d'inverser le truc. Donc évidemment, à chaque fois qu'il revient dans le présent, il s'aperçoit que ce qu'il a modifié dans le passé a modifié aussi le présent. Donc tout ça pour dire que l'histoire n'est absolument pas centrée sur Harry. Donc d'où le Harry Potter et l'enfant maudit. Donc la première arnaque, c'est que c'est pas centré sur Harry Potter, c'est centré sur le fils d'Harry. Mais ça je le savais, donc moi ça m'a pas gêné. Mais pour quelqu'un qui achèterait ce bouquin en se disant c'est l'histoire d'Harry, non, c'est pas l'histoire d'Harry. Et en plus, Harry, l'idée du personnage n'est pas respectée dans le bouquin. Il est complètement différent des bouquins et ça ne respecte pas l'évolution qu'il y a eu sur les 7 livres. Et notamment dans la dernière partie du 7e livre, où le personnage connaît une évolution énorme et c'est là réellement qu'il passe à l'âge adulte et qu'il y a l'idée de transmission entre les générations de Dumbledore à Harry. Et ensuite il y a l'enfant maudit dont on pense que ça fait référence à Albus, donc le fils d'Harry, et en fait pas du tout, c'est autre chose. Mais ça j'en parlais dans les spoilers. Donc ça en réalité, même s'il y a écrit sur la couverture que c'est une histoire originale de J.K. Rowling, je pense que c'est plus une idée de J.K. Rowling en tant que produit dérivé et pas en tant que suite. Je pense que l'histoire en réalité elle vient de John Tiffany et Jack Thorne, comme c'est écrit là, et je pense qu'ils ont exagéré l'implication de J.K. Rowling dans le processus créatif de l'histoire, juste pour pouvoir mettre son nom en gros dessus. Donc par rapport au titre, le titre est mensonger. Ensuite, par rapport à l'implication de J.K. Rowling, à mon avis, c'est aussi mensonger. Et je pense que les mecs qui ont écrit ça ne sont pas fans d'Harry Potter, ou bien aiment bien l'univers, mais bon voilà. Et en réalité, ils ne connaissent pas bien l'univers d'Harry Potter. Premièrement, le personnage de Ron est un bouffon dans ce bouquin. Dans les livres, Ron n'est pas un bouffon. Ron est rigolo, mais Ron n'est pas un bouffon. Ron est parfois bourru, c'est parfois un bof, mais jamais un bouffon. Et dans les films, ils ont décidé d'en faire un bouffon. Et là, dans cette pièce de théâtre, c'est la caricature des films. C'est-à-dire que c'est la caricature d'un bouffon. C'est-à-dire qu'il est 10 fois plus bouffon. Il y a des moments où des
enfants sont en danger, et Ron, eh ben, il fait des blagues, ou alors il prend du temps pour aller s'empiffrer, ou des trucs comme ça, des trucs qu'il ferait jamais dans les bouquins, quoi. Donc le personnage de Ron n'est absolument pas respecté. Ensuite, il y a le principe même du retourneur de temps qui n'est pas respecté, puisque J.K. Rowling a écrit sur Pottermore le fonctionnement des retourneurs de temps, et que le fonctionnement du retourneur de temps dans cette pièce de théâtre ne correspond pas du tout au système de retourneur de temps inventé par J.K. Rowling. Donc ça ne respecte pas les bouquins. En plus, J.K. Rowling a utilisé le retourneur de temps dans le 3e livre, et vous remarquez que ensuite ça ne revient pas du tout. C'est parce qu'en réalité, je pense que J.K. Rowling, au début, elle a écrit les premiers Harry Potter comme une saga jeunesse, c'est-à-dire un épisode juste du divertissement comme ça, avec oui des messages, mais sans forcément une cohérence dans les histoires, etc. Donc elle pouvait très bien amener un élément surnaturel comme le voyage dans le temps, et puis l'évacuer le livre d'après, puis voilà, et puis on s'en foutait en fait. Le fait est qu'après, la saga a évolué vers une histoire unique en réalité, et ça on le comprend vraiment dans la dernière partie du 7e livre, où là on a réellement une vision d'ensemble sur la saga, et là on voit finalement l'histoire d'Harry Potter comme un seul bloc, et pas comme la première aventure d'Harry Potter, la deuxième aventure d'Harry Potter, etc., etc. Ce qui fait qu'elle a mis le voyage dans le temps dans le 3e Harry Potter, manière d'apporter sa version du voyage dans le temps. Le problème c'est que du coup le voyage dans le temps, ça pète tous les enjeux émotionnels si après tu gardes le fait que tu puisses voyager dans le temps dans cet univers là. Donc ce qu'elle a fait du coup, c'est que dans le 4e livre elle en a pas du tout parlé, et dans le 5e livre, elle a fait en sorte de détruire tous les retourneurs de temps qui existent dans l'univers, qui étaient détenus dans le département des mystères. C'est la scène où ils se battent, ça y est pas dans les films, c'est que dans les bouquins. Dans la scène où le noyau dur de l'armée de Dumbledore qui est allé au ministère se bat contre les Mange-Morts, il y a des sortilèges qui fusent dans tous les sens, et il y a une armoire qui est explosée. Elle explose, elle tombe par terre, une fois qu'elle est par terre, elle se relève en se reconstituant, après elle re-explose, et ça fait ça de manière perpétuelle. Donc c'est pas expliqué dans les bouquins, mais J.K. Rowling a expliqué après en disant que ça c'était l'armoire dans laquelle étaient contenus tous les retourneurs de temps, et qu'en fait ça a pété les retourneurs de temps, et là du coup ben, ça fait ça. Ça se casse, ça retourne le temps, ça se casse, ça retourne le temps. Et du coup les retourneurs de temps ne sont plus fonctionnels, et du coup on ne peut plus s'en servir, et du coup on ne peut plus se poser la question après de dire ouais mais attends, à chaque fois qu'il y a un mec qui est mort dans la saga Harry Potter, tu retournes le temps d'1 heure, tu le sauves, et puis voilà. Donc J.K. Rowling avait inséré le voyage dans le temps d'une manière légère dans le 3, elle avait évacué dans le 5 parce qu'elle savait que ça pétait tous les enjeux émotionnels, et là, que fait ce pseudo-fan? Il le remet au cœur de l'intrigue. Donc c'est ça qui me fait dire que c'est réellement une fanfiction, ça permet juste d'explorer des univers parallèles de ce qu'aurait pu être Harry Potter en modifiant des éléments d'Harry Potter. Donc là, c'est sympa, comme un divertissement, ça fonctionne, mais à aucun moment ce n'est cohérent avec la saga. Un truc pour moi qui m'a fait dire bon ok c'est pas cohérent avec la saga, c'est qu'à un moment dans le livre ils écrivent que les toilettes de Mimi et Géniard sont au 1er étage alors qu'en fait ils sont au 2e. Donc à partir de là je me suis dit ok c'est pas un fan qui a fait ça, donc je le prends comme une fanfiction, et puis voilà. Bref, tout ça pour dire que Harry Potter et l'enfant maudit c'est une pièce de théâtre, donc ça c'est la retranscription de la pièce de théâtre, qu'une pièce de théâtre ça se voit, ça ne se lit pas. Je l'ai lu parce que si j'allais voir la pièce de théâtre en anglais, j'aurais quasiment rien compris. Il y a des moments sympas, c'est-à-dire quand on voyage dans le temps et qu'on voit ce qu'aurait pu être l'univers d'Harry Potter si un élément avait été changé ou quoi, même si c'est souvent tiré par les cheveux, même si c'est très souvent incohérent avec toute la saga, même s'il y a même un élément totalement, je le dis pas souvent, mais what the fuck, dont je parlerai dans les spoilers. Même si les personnages ne sont pas respectés, etc. C'est sympa pour quelques trucs. Dans ma tête, j'avais peur de lire ça et de pas réussir à me dire que ça fait pas partie de l'univers. Mais il y a tellement d'incohérences, il y a tellement de trucs qui vont pas que j'ai aucun mal à me dire que ça n'a jamais existé, que c'est juste une fanfiction. Et il faut le prendre pour ça, sinon les fans vous allez péter un câble. Après si vous êtes fan et que vous trouvez que ça c'est cool et qu'il n'y a pas d'incohérence, etc. Tant mieux pour vous, mais alors arrêtez de lire les livres parce que sinon vous allez vous apercevoir que les incohérences, il n'y a que ça. Donc voilà, donc pour résumer, c'est une fanfiction foireuse qui n'est pas à lire mais à voir au théâtre, que si on la lit c'est vraiment un compromis parce qu'on n'est pas capable de suivre une pièce en anglais comme moi. Il faut être conscient de ça, il faut être conscient que ce n'est pas un livre Harry Potter, que c'est un livre centré sur Albus Potter, que le personnage d'Albus Potter ne correspond pas à ce qu'on voit à la fin du 7e livre. Il faut savoir qu'il y a des scènes qui sont reprises des bouquins, que les dialogues sont changés. Autrement dit, même quand ça repompe sur les livres, ça ne reprend pas les scènes telles qu'elles sont. Donc je trouve que tout ça fait qu'il y a une distance avec la saga, qui fait qu'on doit l'apprécier, si on arrive à l'apprécier, comme une fanfiction et absolument pas comme la 8e histoire d'Harry Potter. Début foireux, fin ultra foireuse, milieu sympathique,
Et puis c'est tout. Et j'en profite pour dire que mes critiques cinéma, je vais bientôt commencer à tourner en rond, dans le sens où quand je vois un film, c'est toujours les mêmes sujets que j'aborde. Donc je vais ralentir le rythme, même s'il était déjà très lent sur les critiques cinéma. Et que je vais probablement commencer à faire des vidéos sur Harry Potter, où je livrerai mon ressenti sur une scène d'Harry Potter dans les bouquins et une scène d'Harry Potter dans les films, et je comparerai la manière dont elle a été adaptée, et j'expliquerai pourquoi les livres sont vachement mieux et que les films, des fois, sont complètement à côté de la plaque au niveau de la compréhension des livres. Souvent dans les films, ils font la scène, ils mettent ce qu'il y a dans le bouquin, mais ils ne comprennent pas le contexte, l'atmosphère, il y a des problèmes de dosage, etc. Mais tout ça, j'en parlerai. Des fois, ils suppriment des trucs qui n'auraient pas dû supprimer et qui n'auraient pas coûté plus cher à faire. Ils rajoutent des trucs qui servent à que dalle et qui coûtent de l'argent par contre parce que c'est des effets spéciaux. Des fois, la construction des scènes est totalement foireuse. Donc tout ça, je ferai des vidéos sur ça pour en parler. Donc voilà, donc maintenant, je vais passer à la partie spoiler pour évoquer quelques points. Si je devais mettre une note, je lui mettrais 4 sur 10 ou 5 sur 10 si je le note en tant que fanfiction. Je ne lis jamais de fanfiction parce que pour moi Harry Potter c'est J.K. Rowling et rien d'autre. Et même quand je lis Harry Potter, je me dis pas oh J.K. Rowling elle écrit bien, oh J.K. Rowling elle a fait un bon choix sur ça, etc. Quand je lis Harry Potter, c'est Harry Potter et J.K. Rowling elle n'existe pas. Il y a juste des fois où je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas, je me dis ah J.K. Rowling elle a pas fait comme il faut. Mais sinon je lis Harry Potter pas comme un livre écrit par un auteur, mais comme des histoires qui se passent dans un univers sans auteur en réalité. Donc voilà, donc si vous n'avez pas lu le bouquin, arrêtez-vous là, je vais passer à la partie spoiler, et puis voilà, à plus. Alors pour les spoilers, premièrement, la première scène d'Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est la dernière scène de Harry Potter 7. Je trouvais que la dernière scène d'Harry Potter 7, c'est-à-dire l'épilogue, était purement géniale. C'est-à-dire qu'on nous donnait pas mal d'infos sur Harry Potter, sur comment il avait évolué, etc. Tout en l'ancrant dans une scène purement normale, c'est-à-dire on amène juste les enfants prendre le Poudlard Express et puis les enfants y vont. Donc ça montrait que Harry était passé de ses aventures à essayer de survivre à Voldemort, etc., à une situation totalement normale où il est avec ses enfants. Et là, on voit que dans son échange avec Albus, où il dit oui, mais j'ai peur si je suis envoyé à Serpentard, il se passe quoi? Et Harry, il fait preuve d'une énorme sagesse et il agit comme Dumbledore réagit à ce moment-là. Donc il y a vraiment ce truc de transmission où il lui dit si t'es envoyé à Serpentard, c'est pas grave, tu portes 2 noms de 2 directeurs de Poudlard et un d'eux était à Serpentard et c'était l'homme le plus courageux que je connaisse. Donc autrement dit, la maison dans laquelle t'es envoyé, ça n'a pas d'importance, l'important c'est ce que tu es. Voilà. Harry n'aurait jamais parlé comme ça s'il n'avait pas côtoyé Dumbledore pendant sa 6e année. Donc Dumbledore a déteint en bien sur Harry et Harry déteint en bien sur son fils qu'il a en plus appelé Albus. Donc pour moi, je trouve que dans cet échange, l'important c'est le fait que Harry montre qu'il est sage. C'est ça qui est important. C'est le fait qu'il montre qu'il est appris de Dumbledore et qu'il désire transmettre à son fils. Donc ce qui est important, c'est la transmission. C'est pas le fait de dire oh c'est juste manière de dire que les 2 noms de son fils, Albus et Severus. Ça permet de le dire, mais l'important c'est vraiment pas ça. Beaucoup de monde ont vu cet épilogue comme un fourre-tout, manière de mettre le plus d'informations possible. Je l'ai pas du tout vécu comme ça. Et la dernière phrase de l'épilogue est super importante, c'est tout était bien. Et là, c'est la fin des 7 bouquins, et cette phrase est conclut parfaitement toute la saga. Donc là, on reprend cette première scène, on change les dialogues, il n'y a plus de tout était bien vu que c'est une pièce de théâtre, et là, on va faire en sorte que tout aille de travers juste après. Donc ça pète la conclusion des 7 bouquins, donc heureusement que ça, c'est pas la continuité, parce que sinon ça aurait tout bousillé. Donc bref, voilà, donc on reprend la première scène, et ensuite s'ensuit plusieurs scènes très courtes, juste manière d'exposer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'Albus est envoyé à Serpentard, que les gens trouvent qu'Albus est un sorcier bidon, qui commence à être ami avec Scorpius, etc. etc. Donc les 50 premières pages, c'est que l'exposition, sans aucun fond, sans truc intéressant ni rien. Ensuite, passé les 50 premières pages, on apprend ce que sont devenus Harry et Hermione. Donc Harry n'est plus un aurore, et il est devenu directeur de la justice magique, du département de justice magique. Ce qui est en contradiction avec le personnage d'Harry, qui lui ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas à avoir des responsabilités, il cherche à vivre normalement. Donc être un aurore c'est parfait pour lui parce que c'est un aurore parmi les autres, et il n'y a aucune raison qu'à un moment donné il devienne directeur du département de justice magique. Qui était juste avant le poste d'Hermione, qui elle est devenue ministre de la magie. Donc il n'y a pas d'incohérence réelle au fait qu'Hermione devienne ministre de la magie, mais dans le bouquin ça arrive beaucoup trop vite je trouve. Et c'est amené comme un cheveu sur la soupe et c'est un peu n'importe où. Ensuite, le personnage de Rogue n'est pas respecté au moment où Rogue revient à la vie puisqu'ils ont changé un élément du passé, que Rogue fait partie de la résistance, etc. Et il y a Scorpius qui intègre une réunion de résistance à Ombrage, etc., qui est directrice de Poudlard. Et Voldemort est toujours vivant à ce moment-là. Et Rogue apprend que si Scorpius revient dans le passé et remodifie le passé pour que ça redevienne la ligne temporelle qu'on avait au début dans la saga des 7 livres, Rogue allait mourir. Et Rogue fait un pseudo-discours comme quoi c'est pas grave, etc.
blablabla et blablabla. Rogue, c'est un mec qui est aigri. Et la seule chose qui fait que Rogue agit de manière morale, c'est son amour pour Lily et le fait qu'il veuille honorer sa mémoire. C'est juste ça. Il se bat pas pour Harry, il se bat pas forcément pour Dumbledore, même s'il a un immense respect pour Dumbledore, il se bat uniquement pour la mémoire de Lily Potter, dont il était fou amoureux depuis son enfance. C'est juste pour ça. Donc c'est un mec aigri, qui n'aime pas grand monde, qui respecte Dumbledore, mais qui en dehors de ça n'aime pas grand monde. Et il n'y a qu'à voir comment Rogue traite Harry dans le 6e livre, et même dans le 4e livre, quand il fait venir devant son bureau, là, et qu'il lui dit tout bas pour que personne n'entende, la prochaine fois que tu voles dans mon armoire personnelle, crois-moi bien que ça va te faire mal. Il se comporte pas comme un professeur envers un élève. Il est très aigri, il est très méchant. Et c'est pour ça que je comprends pas que tous les fans disent « Oh, Rogue, c'est mon personnage préféré, c'est le mec le mieux, etc. » Non, Rogue, si vous étiez dans son univers, il ne vous aimerait pas. Il ferait tout pour vous nuire. Il est super courageux, c'est une chose, et c'est un personnage qui est vachement bien, mais ça en fait pas un personnage gentil. Rogue n'est pas un personnage gentil. Donc là, le fait de le présenter comme un mec gentil, hyper héroïque dans les intentions, etc. Non, Rogue, c'est pas un personnage qui est héroïque dans les intentions, c'est un personnage qui, dans sa tête, n'a pas le choix. Il est obligé d'être contre Voldemort parce que Voldemort a tué Lily. C'est tout. Et s'il avait le choix, il serait probablement du côté de Voldemort. Si Voldemort n'avait pas tué Lily, il serait encore du côté de Voldemort. C'est pas un problème de morale ou quoi qu'il a fait revenir du côté des gentils, c'est juste le fait que Voldemort a tué Lily, malgré le fait que Rogue a dit explicitement à Voldemort, ne tue pas Lily s'il te plaît, va tuer le bébé mais ne tue pas Lily, ce qui est clairement pas moral. Donc Rogue n'est pas un personnage moral, il est juste tenu par le fait qu'il aime Lily, qu'il veut honorer sa mémoire et le fait qu'il respecte Dumbledore et qu'il ait une totale confiance dans le plan de Dumbledore pour éradiquer Voldemort. Donc voilà, donc le personnage de Rogue est complètement foiré, il est ramené dans l'histoire parce que les fans adorent Rogue, mais c'est pas Rogue. Dans le livre, c'est pas Rogue. Ensuite, Harry connaît l'évolution dans les 7 bouquins. C'est-à-dire que, jusqu'au retour de Voldemort, Harry est un garçon qui est qui n'est pas sage à la base. C'est un garçon, il fait les 400 coups, il s'en fout de faire perdre des points à sa maison. En fait, il s'en fout pas de faire perdre des points à sa maison, il s'en fout de risquer de faire perdre des points à sa maison. S'il va chercher la pierre philosophale dans le premier livre, c'est en partie parce que si Voldemort revient au pouvoir, il va tuer plein de monde, mais c'est aussi parce que si Voldemort revient au pouvoir, il va le tuer à lui, donc il défend aussi sa propre vie dans le premier livre. Dans le deuxième, il va sauver quelqu'un qu'il connaît, c'est-à-dire Ginny, mais sinon, jusque-là, il ne s'implique pas personnellement dans l'histoire. Et c'est vraiment que dans le 6e livre, où au contact de Dumbledore, il commence à avoir une vision d'ensemble, de se dire il y a plus important que moi, et si moi je dois mourir pour sauver tout le monde, alors ça vaut le coup. C'est que vraiment à ce moment-là qu'il devient réellement sage. Et on voit dans l'épilogue, 19 ans plus tard, que Harry a réellement changé, que c'est quelqu'un de posé, qu'il est calme, qu'il a trouvé un équilibre avec Ginny, et que quand son enfant a un problème, il agit comme Dumbledore réagit. Autrement dit, c'est un personnage qui a gagné réellement en maturité. Et là, dans le livre, il redevient impulsif. Il parle à son fils en lui disant en gros, j'aurais aimé que tu ne sois pas comme tu es, que tu sois plus comme ton frère. Phrase que Harry n'aurait jamais prononcée après l'épilogue. Il y a la scène où il dit à Albus, qui sonne faux parce que Harry est hyper faux à ce moment-là, où il dit à Albus, voilà, je te fais un cadeau, j'ai offert la cape d'invisibilité à James. Genre, Harry aurait donné sa cape d'invisibilité à James, sachant qu'il allait faire n'importe quoi avec. C'est pas parce que lui l'a eu quand il était à Poudlard que automatiquement il la donnerait à James, surtout que s'il la donne à James, c'est un cadeau d'une valeur inestimable. Je rappelle que c'est une relique de la mort, et il ne va pas le donner à un de ses enfants en spoilant les deux autres, en disant en gros lui la cape d'invisibilité et vous avez que dalle. C'est quoi ça? Enfin, les autres ont un autre cadeau aussi, mais le cadeau qu'il propose de donner à Albus, c'est un cadeau qui n'est jamais apparu dans les 7 bouquins, c'est-à-dire la couverture dans laquelle était enveloppé Harry quand il a été déposé devant chez les Dursley, et il dit qu'il a renifle tous les 31 octobre parce que c'est la date où ses parents sont morts. Pourquoi Harry ferait ça? Harry n'a jamais été réellement très lié à ses parents vu qu'il ne les a quasiment jamais connus. Malgré tout, au fur et à mesure des livres, il est de plus en plus proche de ses parents, c'est-à-dire que dans le premier livre, il les voit pour la première fois sans leur parler, avec le miroir de Riséd. Dans le 3e livre, quand il se retrouve face aux détraqueurs, il commence à entendre la voix de sa mère, donc il commence à avoir la voix de sa mère. Dans le 4e livre, il parle carrément au souvenir de sa mère qui sort de la baguette de Voldemort. Dans le 5e livre, il y a Maugré qui montre une photo de l'Ordre du Phénix de l'époque où il y a ses parents dessus. Et dans le 7e livre, il y a tous les souvenirs de Rogue, qui fait que du coup, Harry, voit réellement des souvenirs de Rogue, mais du coup qui implique sa mère, où il voit réellement sa mère vivre en réalité. Et juste après, au moment où il va à la mort, il fait tourner la pierre de résurrection, et là il revoit le souvenir de sa mère où il lui parle, etc. Donc petit à petit dans la saga, Harry
découvre un petit peu ses parents et à aucun moment donné il a besoin de faire appel à un objet comme l'odeur du drap dans lequel il était quand on l'a posé devant chez les Dursley pour se rappeler de ça. Donc pourquoi tout d'un coup il aurait besoin à une date précise de sentir ça pour se rappeler ses parents? L'existence de ses parents et le rapport qu'il a avec ses parents, c'est quelque chose qui commence à l'habiter petit à petit au fur et à mesure des livres, et il n'a pas besoin de faire appel à un objet en particulier ou quoi que ce soit pour ressentir un lien se créer avec ses parents. Et pourquoi à une date précise? Donc ça c'était vraiment manière d'introduire un élément qui sera utile pour le dénouement final, pour que Albus qui est dans le passé communique avec son père en cramant la couverture, pour que Harry dans le futur prenne la couverture pour la sentir et qu'il se dise « Oh mon Dieu, mais il y a un message inscrit sur la couverture ». Surtout que Harry, qui a son fils qui est retourné dans le passé, il ne sait pas si son fils va s'en sortir. Il prend quand même le temps de faire son petit rite annuel, aller chercher sa couverture, à la sentir pour dire « Ah, mes parents, ils sont cool ». Il y a son fils qui est en danger de mort et il prend quand même le temps de faire ça parce qu'il fait ça chaque année, soi-disant depuis que Tante Pétunia lui a filé la couverture dans laquelle il était enroulé quand on l'a foutu devant chez les Dursley. Surtout que ça, c'était une des incohérences un peu de la saga, c'est-à-dire que Dumbledore, dans toute sa compassion, n'aurait jamais mis un enfant enroulé dans une couverture sur le palier de la porte un 1er novembre en Angleterre, donc où il fait froid, en disant voilà, mec, tu vas passer toute la nuit ici, et puis les Dursley te découvriront demain matin, en espérant qu'ils ne marchent pas dessus en allant au boulot. Non, Dumbledore n'aurait jamais fait ça. Si J.K. Rowling a fait ça pour le premier livre, c'est que elle n'avait, à mon avis, elle n'avait pas une vision d'ensemble de son œuvre, et que c'était vraiment aventure 1, aventure 2, aventure 3, et que du coup, par conséquent, elle ne créait pas ça comme un univers, mais elle crée ça comme des histoires. Et que quand tu crées une histoire, tu essayes de faire en sorte qu'il y ait des trucs un peu épiques, des trucs un peu mystérieux, etc. Et que ça fait beaucoup plus mystérieux Dumbledore qui arrive avec sa longue barbe blanche et qui pose un enfant en disant « Bonne chance Harry Potter » et en se barrant, plutôt qu'en sonnant à la porte et en ayant une conversation avec les Dursley et du coup en leur expliquant ce qui se passe. À mon avis, elle voulait que le lecteur apprenne plus tard l'histoire d'Harry Potter et de ses parents. Du coup, elle n'a pas fait ça et elle a fait que Dumbledore le pose. Mais déjà, ça, c'est une incohérence par rapport au personnage de Dumbledore. Dumbledore n'aurait jamais fait ça. Donc voilà, bref. Donc ramener cet élément de la couverture qui était déjà une petite incohérence dans la logique des personnages dans le premier livre, surtout qu'à ce moment-là, Lily et James viennent de mourir et qu'est-ce que fait Dumbledore? Il mange une glace au citron, un sorbet au citron et il en propose un à McGonagall en disant « Oh, vous aimez, c'est super bon, etc. » Et puis il sourit, etc. On voit bien que dans les bouquins, à partir du 5e livre, à partir du moment où Voldemort revient, Dumbledore devient beaucoup plus grave et il ne rigole plus. Enfin, il rigole plus beaucoup. Donc de faire un Dumbledore comme ça, tout joyeux, un peu farfelu, etc., juste après la mort de Lily et James, c'était une incohérence par rapport au personnage. Donc toute la scène était un peu incohérente au niveau de la logique de la psychologie de Dumbledore. Bref, donc le fait d'aller piocher un élément dans cette scène qui était déjà illogique un peu vis-à-vis du personnage de Dumbledore, déjà, ça va pas. Donc cette scène est totalement foireuse. Harry est faux à ce moment-là, alors que à la fin du 7e livre, il est dans une démarche de vérité et de sagesse avec son fils. Donc ça contredit la fin d'Harry Potter 7 qui était magnifique. Il fait une différence entre ses enfants en filant une relique de la mort à l'un et dire voilà ma vieille couverture moisie, je te la file à toi. Ok. Et en plus en s'engueulant avec son fils en lui disant dans cette scène j'aurais préféré que tu sois plus comme James et moins comme ce que tu es. En gros, ben, je t'aime moins que James, quoi. Génial. Ça, c'est pareil pour moi. Je parle beaucoup, mais je parle surtout des mêmes choses là. Donc, je vous conseille d'aller voir surtout la vidéo de la fille dont j'ai mis le lien en description. Et je vais terminer juste sur la dernière scène. La dernière scène, c'est une super bonne idée. C'est-à-dire de faire revenir Harry le soir où les parents... Juste un truc avant de parler de la dernière scène. Voldemort qui a une fille... Non. Voldemort qui a une fille avec Bellatrix, encore plus non. Bellatrix était amoureuse de Voldemort, là il n'y a pas de souci. Mais Voldemort ne respecte pas Bellatrix. Il n'y a pas besoin de respect évidemment pour coucher avec, mais Voldemort, premièrement, n'aurait jamais couché avec une fille s'il n'a pas un certain respect pour elle. Pour moi, Voldemort était un peu amoureux de Rogue dans le sens où c'est le mange-mort pour lequel il avait le plus de respect. Je pense que du côté des mange-morts, Rogue c'est le mec qui avait le plus le respect de Voldemort. Parce que c'était un mec qui d'un côté lui était fidèle, enfin en tout cas ce que Voldemort croyait, et de notre côté qui restait toujours digne face à Voldemort et qui était un occlument très puissant. Autrement dit, il y avait toujours une part de mystère avec Rogue, c'est-à-dire que Voldemort ne pouvait pas lire dans les pensées de Rogue. Là où Bellatrix est totalement soumise. Autrement dit, Voldemort n'a pas de respect pour Bellatrix et c'est juste un élément qui serait prêt à sacrifier malgré le fait qu'elle lui soit très fidèle. Donc je pense qu'il premièrement il n'aurait pas couché avec elle et deuxièmement je pense que Voldemort n'aurait jamais couché avec personne. Et au moment où Voldemort meurt, il a 71 ans. Et je pense que Voldemort meurt vierge. Je pense que Voldemort a une telle obsession de l'immortalité que le sexe c'est pas son truc. Il y a qu'à voir à l'âge où les garçons et les filles, le souci des filles c'est d'être aimé par les garçons et le souci des garçons c'est d'être aimé des filles et d'avoir des filles.
à cet âge-là, Voldemort, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son premier Horcrux. Il ouvre la chambre des secrets, etc., etc. Donc c'est pas du tout un adolescent normal à ce moment-là. Tel que je vois Voldemort, j'ai pas de mal à imaginer que Voldemort voit le sexe comme une façon de se souiller un peu. Il se voit très supérieur, et le fait de se mélanger comme ça avec des gens qu'il considère comme inférieurs, je pense que c'est quelque chose qu'il n'accepterait pas. Et il a une telle... C'est quand même un mec qui, pour devenir immortel, a changé complètement de physique. Il a perdu son nez, il a perdu ses cheveux, il a transformé ses yeux, il a perdu ses lèvres. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait avant, qui aurait pu lui apporter une belle vie, c'est-à-dire que c'est un garçon charmant, intelligent, etc. C'est-à-dire que ce mec-là, s'il avait voulu avoir une vie de famille, il aurait eu aucun mal à trouver une fille qui aurait été vachement bien. Enfin, vraiment, toutes les filles auraient été à ses pieds, je pense. Le truc, c'est que ça l'intéressait pas. Donc, il aurait pu avoir une vie épanouie et heureuse en acceptant la mort, et il a fait le choix du contraire, c'est-à-dire qu'il s'en fout d'avoir une vie épanouie et heureuse, ce qui l'importe c'est de ne pas mourir. Et le fait d'avoir été abandonné en plus à sa naissance, ça m'étonnerait pas que ce soit ça qui fasse qu'il ait ce besoin de se sentir supérieur aux autres, et du coup de ne pas aller se mélanger avec les gens qu'il considère comme inférieurs. Et le sexe, c'est une façon de se mélanger. Donc pour moi, Voldemort meurt vierge. Avoir un enfant avec Bellatrix, non, ça va pas. Et comme tout le monde le dit, s'ils avaient eu un enfant, ils l'auraient pas appelé Delphini, qui veut dire dauphin. Donc ouais, voilà. Donc là, je vais parler de la dernière scène. La dernière scène, c'est... Donc déjà, au niveau de l'action, elle est foireuse. Mais ça, à la limite, je m'en fous et c'est pas de ça que je vais parler. Ce dont je vais parler, c'est que, quitte à faire une fanfiction dont le but est de montrer des futurs alternatifs, ou des présents alternatifs, ça dépend comment on se place, quitte à faire ça, quitte à montrer les personnages dans des situations dans lesquelles ils n'ont jamais été dans les 7 bouquins, quitte à faire ça, à la fin, quand tu mets Harry qui est à 2 pas de la maison de sa mère, je dis sa mère et pas forcément ses parents parce que pour moi James n'a pas une réelle importance sur Harry. Ce qui est important pour Harry, c'est sa mère. Même si James meurt en voulant protéger Harry et Lily, pour moi c'est l'amour de sa mère qui l'a sauvé et pas l'amour de son père. Pour moi James c'est un nombriliste qui se regarde lui et puis voilà. Et s'il s'est sacrifié à ce moment-là, c'était vis-à-vis lui-même plus que pour protéger la mère d'Harry et Harry, parce que sinon Voldemort n'aurait pas pu tuer Lily puisque James s'est sacrifié pour Lily. Donc à la limite, ça c'est quelque part la preuve que James ne s'est pas sacrifié pour sauver Lily et Harry, sinon Voldemort n'aurait pas pu tuer Lily. Le sortilège aurait rebondi, et puis voilà. Donc James, pour moi, il est mort pour lui-même, pour sa gloire à lui, parce qu'il se plaçait comme le patriarche, voilà, qui doit protéger sa famille, et puis voilà. Mais pas réellement pour sauver la vie de Lily et Harry. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je parle de Lily et pas forcément de James. Donc voilà, donc si tu as Harry qui est proche de Lily, quitte à faire un futur alternatif, un passé alternatif, un présent alternatif ou ce que tu veux, moi, Harry, pour moi, il rentre chez sa mère tout en sachant ce qui va se passer juste après et il lui parle. Pour moi, la pièce de théâtre, elle aurait dû se terminer comme ça. Harry qui parle à sa mère, qui lui raconte, qui lui dit il faut pas que je te dise ça, mais tu vas me sauver la vie, voilà tes petits-enfants. Si eux sont en vie aujourd'hui, c'est parce que toi tu m'as sauvé la vie, parce que tu es morte pour moi et que dans ton acte d'amour, tu m'as inspiré et qu'à mon tour, je suis mort dans le futur pour sauver tout le monde, et c'est comme ça qu'on a vaincu Voldemort. Autrement dit, ta mort a été le point de départ de la mort de Voldemort. Et tout ce qui est arrivé, c'est grâce à toi. Voilà. Et ce dialogue, il aurait été important. Et là, on peut se dire, oui, mais du coup, après, ça remet en cause tout le futur, etc. Et qu'il fallait rétablir le futur. Dans ce cas-là, voilà ce que tu fais. Tu termines la pièce de théâtre avec le dialogue Lily et Harry. Et là, Harry lui dit, notre conversation, elle va tout chambouler. C'est pour ça que là, je vais être obligé de revenir 5 minutes dans le passé et de m'empêcher de venir te voir. Et là, Lily, ça aurait été cohérent qu'elle lui dise je comprends, je t'aime mon fils, etc. Je suis fier de toi, etc. Et là, il serait pris dans les bras et Harry aurait pris le retourneur de temps dans la main, dans le dos de sa mère et l'aurait activé. Les lumières s'éteignent, fin de la pièce et là, la fin, elle est parfaite. À la place de ça, il y a Harry qui est dans une église à côté de sa mère et il reste là pour écouter sa mère et sa mère se faire tuer en disant non, je suis pas un lâche, je peux pas partir et ne pas les écouter se faire tuer. Si je les laisse se faire tuer, il faut au moins que je les écoute. C'est cohérent avec la logique de si tu changes le futur, tous les gens du coup qui ne naîtront pas à cause de ce que tu as changé, c'est comme si tu les tuais. Autrement dit, c'est un mal pour un bien de laisser ses parents mourir. Ça, ok pour la logique, mais au niveau émotionnel, pour moi, ça ne fonctionne absolument pas. Et la version que je viens de donner, pour moi, ça aurait été la meilleure. Donc si vous avez des versions alternatives comme la mienne et que vous pensez qu'elles sont meilleures que ma version, mettez-les dans les commentaires, franchement je serais très curieux de les lire. Et voilà, donc pour conclure, tout le début est super long et super saoulant, la fin est foireux, le milieu est sympathique, bien qu'incohérent avec la logique des personnages et avec l'univers d'Harry Potter. Ça s'appelle Harry Potter, mais c'est pas Harry Potter, c'est Albus Severus Potter, qui n'a rien à voir avec le Albus Severus Potter qu'on voit à la fin du 7e livre. Harry Potter n'a rien à voir avec le personnage à la fin du 7e livre.
L'histoire des retourneurs de temps, le fonctionnement des retourneurs de temps est incohérent avec le fonctionnement des retourneurs de temps dans Harry Potter 3 et dans le texte écrit par J.K. Rowling sur Pottermore. La scène... juste un dernier truc, oui. La scène où Albus s'enfuit avec Scorpius du Poudlard Express, il monte sur le toit, et là il y a la femme qui vend les sucreries, qui monte sur le toit avec eux, et en fait on se rend compte que c'est une espèce d'androïde machin qui est là pour garder les enfants et les empêcher de sortir du train. Tu vas à Poudlard, pourquoi tu veux sortir du train? Et là, comme exemple, elle dit, en plus on sait même pas pourquoi elle parle de ça, elle récite son CV à chaque fois qu'elle parle à un gamin ou quoi. Elle lui dit, croyez-moi bien que vous n'allez pas réussir à sortir du train parce que Fred et George Weasley ont déjà essayé, je les ai en empêchés, et Sirius Black et James Potter ont déjà essayé et je les ai en empêchés. Mais Sirius Black et James Potter n'auraient jamais essayé de s'enfuir du train. Au contraire, James Potter c'est l'endroit où c'était le petit roi à Poudlard, où tout le monde l'admirait, etc. C'est chez lui Poudlard, pourquoi il voudrait s'enfuir de Poudlard et ne pas y aller? Ça n'a aucun sens. Et Sirius Black, sa famille, il s'est enfui de sa famille à 16 ans. Ça veut dire qu'il était pas bien chez lui. Pourquoi il voudrait s'enfuir de Poudlard? C'est Poudlard chez lui. Et Fred et George Weasley, pourquoi ils voudraient s'enfuir de Poudlard? C'est pas parce qu'ils font des bêtises tous les quatre que ça veut dire qu'ils font n'importe quoi comme bêtises. Il y a une logique dans leurs bêtises. Ils font les choses qu'ils veulent faire. Et ça, jamais ils auraient voulu le faire. Donc c'est juste une manière de faire des petits easter eggs comme ça, en fait, des gros easter eggs plutôt, pour les fans entre guillemets. Parce que quand t'es fan, ça t'énerve plus qu'autre chose. Donc voilà, donc l'espèce d'androïde là, etc. J'espère que ça vient pas de J.K. Rowling. Je ne pense pas, puisque c'est pas un texte de Pottermore. Elle parle du Poudlard Express, etc. Et elle ne parle pas de ce pseudo-androïde qui est là pour garder les enfants dans le train. Puis ça casse le personnage, parce que pour moi, la femme qui vend les sucreries dans le train, je la vois comme une femme qui est très douce, etc. C'est une vieille dame qui aime les enfants, qui est gentille avec eux, etc. Donc en faire une espèce d'androïde comme ça... ça n'a aucun sens. Donc bref voilà, donc j'ai dit en gros ce que je pensais de Harry Potter et l'enfant maudit. Ah oui, et juste un dernier truc, l'enfant maudit, ça, du coup ça ne fait pas part... Je pensais avant de lire le bouquin que ça ferait référence à Albus Severus Potter qui est dans l'ombre de Harry Potter, et en réalité l'enfant maudit c'est Delphini Jeu du sort, qui est l'enfant LOL de Bellatrix et Voldemort. Donc voilà, donc j'ai pas spécialement aimé le bouquin, ça se lit comme une fanfiction, je sais pas si je le lirai autant que les autres Harry Potter, que j'ai lu respectivement 5 fois le premier, 4 fois le 2, 3, 4, je lis le 5e pour la 4e fois, là, et j'ai lu 3 fois le 6 et 7. Donc voilà, donc je conseille pas forcément de le lire, et cette vidéo sera le coup d'envoi d'une série de vidéos sur les bouquins Harry Potter. Voilà, à plus.